Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast de celles et ceux qui préfèrent cheminer et se questionner plutôt que de prendre des routes toutes tracées. Je suis Marion, docteur en pharmacie, naturopathe et coach. Ici, je questionne, j'explore, je doute, je déconstruis et je fais pousser de nouvelles racines. Ce podcast est un espace où le bien-être est politique, où prendre soin de soi devient un acte de résistance face à un monde qui nous pousse à l'épuisement. C'est un espace où on parle de bien-être, d'écologie, de naturopathie, d'entrepreneuriat, de problématiques de société et de choix de vie engagés. Où l'on explore la santé autrement, en refusant les injonctions et en construisant un monde où l'on prend soin de soi, des autres et du vivant. Je partage ici mes réflexions, mes prises de conscience, mes vulnérabilités et j'ouvre le dialogue avec celles et ceux qui, comme vous, cherchent à tracer leur propre chemin. Parce que oui, un autre chemin est possible, plus libre, plus juste, plus aligné. Si ce podcast vous inspire, pensez à vous abonner et à laisser une note ou un commentaire et à le partager autour de vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur un sujet qui est devenu très important pour moi ces derniers temps, qui est l'aspect politique du bien-être. Décidément, en ce moment, je suis dans des sujets assez profonds, puisqu'après vous avoir parlé il n'y a pas très longtemps de l'envers de la reconversion dans le domaine du bien-être, maintenant, on va parler de sa dimension politique. Ça va faire quelques mois que je prends davantage conscience de cet aspect politique de ma reconversion. Et ça, c'est venu aussi par l'influence de personnes comme Elsa Couteillé, qui m'a pas mal ouvert les yeux sur cet aspect-là, et aussi le livre de Camille Test qui s'appelle Politiser le bien-être et que je vous recommande vraiment de lire si vous travaillez dans le bien-être ou que vous vous intéressez fortement à ce milieu. Et tout ça, ça a pu m'ouvrir les yeux et justement me faire poser ce mot de politique sur mon activité et pourtant, ça n'a pas toujours été un sujet, vraiment évident pour moi, qui m'a sauté aux yeux et même justement un terme politique qui pouvait, pas forcément me parler. Donc justement, j'avais vraiment envie, de faire cet épisode pour vous parler de ces prises de conscience et mon objectif justement, il est pas du tout de paraphraser le livre de Camille Test parce que vraiment lisez-le, mais c'est plus justement vous expliquer comment moi j'ai peu à peu changé ma manière de voir les choses et comment, d'un sujet dont je pouvais me sentir assez éloignée au départ, qui est, le sujet, de ce qui est politique, comment petit à petit j'ai réussi à m'approprier ce sujet. Et du coup, je vais vous partager ma propre expérience, comment j'ai réalisé que finalement mon parcours dans le bien-être, il est politique depuis le départ et qu'est-ce que ça a changé pour moi de prendre conscience de ça. Je vais vraiment vous partager toutes ces prises de conscience que j'ai pu avoir sur ma pratique, sur, les pratiques du milieu en général et leur impact justement politique qu'elles peuvent avoir, mais aussi leurs effets qui peuvent être aussi plus négatifs. Et j'avais aussi vraiment envie de porter ce message auprès de collègues, consoeurs ou amis qui justement, peuvent ne pas se reconnaître du tout dans cette dimension politique du bien-être. Peut-être pour les aider à voir les choses un peu autrement ou à prendre conscience de tout ça et tout simplement cheminer un peu de la même manière que, ça a pu être un point de questionnement ces derniers temps pour moi, ça peut peut-être aussi vous aider à, ouvrir les yeux sur certaines choses et amener de la réflexion dans votre pratique. Donc voilà, j'aborde vraiment ce sujet avec, humilité parce que je m'estime, pas du tout spécialiste du domaine. C'est plus vous dire, voilà, en m'y intéressant par différentes approches, voilà ce que j'ai pu un peu, en tirer et je suis toujours en train d'approfondir le sujet, de déconstruire. Donc voilà, je vous le partage à la hauteur de ce que je sais aujourd'hui et il y aura peut-être d'autres épisodes, plus tard où j'aurai avancé dans ma réflexion. Alors déjà, je voulais partir d'un constat que j'ai, en tout cas, que le monde du bien-être, il est très souvent apolitique. Alors que finalement, quand on va retourner aux sources de ce qu'apporte le bien-être dans une société, justement, c'est un sujet très très politique. Mais donc il y a ce paradoxe, et j'ai un peu envie de développer autour de ce constat. Déjà pour commencer, j'avais envie de revenir quand même à une définition de la politique, parce que comme beaucoup de termes, aujourd'hui, ils sont employés, j'allais dire, souvent dans leur connotation, peut-être négative et peut-être plus dans leur sens premier. Et c'est comme si on avait gardé que justement le sens, négatif du mot, mais qui n'est qu'un aspect et qu'on a oublié en fait tout ce qui l'englobe.
Donc pour moi, quand j'utilise le terme politique, c'est vraiment tout ce qui a trait au collectif, à la société et aux individus d'une société. Donc c'est vraiment dans ce contexte-là, en fait, dans un contexte sociétal. Et je vais vraiment beaucoup utiliser ce mot, tout le temps revenir au contexte sociétal. Donc aujourd'hui, quand on parle de politique, c'est vrai qu'on va peut-être avant tout penser aux hommes politiques, ou en tout cas, enfin, malheureusement, je dis hommes politiques, il y a aussi des femmes, mais voilà, aux personnes qui font la politique, et peut-être justement avec le fait que ces personnes nous inspirent pas nécessairement, et peut-être du coup, c'est seulement cette image qu'on en retient. Peut-être que c'est aussi réduit à tout ce qui est militantisme, à tout ce qui est parti politique. Peut-être que voilà, on ne voit plus que cet aspect et que cette dimension d'organisation en société, peut-être finalement est passée un peu au second plan. Alors qu'au fond, c'est de ça dont on parle. Moi-même, je me suis sentie très souvent, vraiment éloignée, de cet aspect-là de la politique dont je viens vous parler parce que je m'y retrouvais pas et je me suis même, assez désintéressée, de ça par moments, dans ma vie. Et d'ailleurs, quand je dis que le monde du bien-être est apolitique, en vérité, c'est pas que le monde du bien-être, parce qu'il y a quand même un constat aujourd'hui, c'est que notre société globalement a tendance à se désintéresser de la politique, au sens qu'il y a de plus en plus d'abstention, ou également, je lisais quelque part qu'il y avait de moins en moins de personnes syndiquées dans les entreprises. Donc ça montre quand même aussi une tendance générale un peu à un désintérêt de la politique et un désengagement, des personnes. Et donc, comme, je l'ai vécu moi-même, je me suis vraiment rendu compte que autour de moi, dans le domaine du bien-être, beaucoup de mes amis ne se sentent pas du tout politisés, je vais utiliser ce terme-là, alors que pourtant, dans leurs activités, dans leur quotidien, elles œuvrent pour des causes qui sont éminemment politiques. C'est-à-dire qui ont clairement un impact collectif et sociétal. Par exemple, j'ai une amie qui crée des accompagnements pour les jeunes mamans et les aider dans leur reprise du travail. Donc pour l'avoir vécu et puis le voir, autour de moi, je voyais encore, il y a le week-end dernier une amie, qui reprenait le travail juste après son congé maternité, à quel point ce moment, il peut être vécu, dans une grande violence, une forme même de déshumanisation. C'est un moment de grande vulnérabilité, en tant que femme. Bon, la reprise du travail, elle est quand même liée à justement une organisation sociétale et économique, qui fait qu'on reprend le travail à un moment qui est peut-être trop tôt pour nous, trop tôt pour notre bébé, qui nous impose une séparation qu'on n'a peut-être pas voulu à ce moment-là, qui nous impose un mode de garde, précipité, qui nous convient pas forcément, qui peut imposer, l'arrêt de l'allaitement alors qu'on n'a pas envie. Enfin, il y a plein, plein de choses qui peuvent faire que la reprise du travail, c'est quelque chose qui peut être vraiment très violent, pour les femmes. Et donc, soutenir les femmes dans cette période de vie qui est vraiment importante, charnière et qui est aujourd'hui souvent mal vécue, bah, moi je trouve que c'est vraiment un sujet d'enjeu sociétal, et donc ce que fait mon amie, pour moi, c'est clairement une action, politique. Et pourtant cette même amie, me disait il y a quelque temps: «Ah mais moi j'adhère pas trop au côté politique, tu vois, à me revendiquer politique, moi ça me parle pas», donc voilà, ça c'est un exemple. J'en ai plein d'autres. J'ai, une autre, de mes amies qui est prof de yoga et qui est spécialisée dans la régulation du système nerveux, et qui m'a dit un jour cette phrase qui m'est vraiment, restée dans la tête, qui m'a marquée: «Se reposer 1 heure par jour dans notre vie moderne, c'est un acte militant». Parce que c'est à une époque où elle faisait, 1 heure de yoga restauratif par jour, et je trouvais ça admirable en fait de, ce constat qu'elle faisait. Et je suis complètement en accord, en fait. Aujourd'hui, on vit dans une société qui ne valorise pas le repos, et revendiquer le droit au repos, alors qu'il y a une phrase très connue des dirigeants de Netflix qui dit, que le principal concurrent, de Netflix, c'est le sommeil des gens. Enfin, moi, ça me choque profondément, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais ça montre que le repos est un enjeu, encore une fois, politique. Aider les gens à choisir le repos plutôt que le travail ou plutôt que Netflix, c'est éminemment politique. Et là aussi, mon amie, elle se reconnaît pas du tout dans, le terme politique ni une forme de militantisme, alors que pourtant son travail l'est clairement. Je vous donne quelques exemples, et c'est pas du tout pour pointer du doigt, mes amis, loin de là. C'est plus pour montrer que c'est quelque chose que je retrouve, régulièrement, et qui est pas tellement étonnant parce que dans nos formations, sur le bien-être, donc moi je me suis formée à la naturopathie et au coaching, bah, en fait, à aucun moment j'étais sensibilisée à cet aspect-là. Moi, je me suis même retrouvée dans un cas où je faisais mes formations en pleine période covid,
Et donc effectivement, les profs, se prononçaient clairement sur, leur position, vis-à-vis des mesures covid, tout ça. Mais au fond, on parlait pas du vrai sujet, je trouve, qui est, mais en quoi, nos outils de bien-être ont des actions politiques et comment on peut, prendre conscience de ça et comment dire? Le valoriser, l'intégrer, enfin, vous voyez? Ce travail-là, il était pas du tout il a pas sa place dans les formations aujourd'hui et donc c'est aussi normal que du coup, les personnes du bien-être ne s'y retrouvent pas nécessairement dans ces termes-là. Dans le fond, l'engagement politique, à mon sens, il est au cœur même de toutes les professions de bien-être parce que proposer des façons de se soigner alternatives dans le système de santé actuel, qui montrent ses limites, proposer des espaces de ressourcement dans un monde qui est épuisé, enfin tout ça, c'est sont des moyens de lutter contre un système qui marche sur la tête. Mais je trouve que c'est pas abordé tel quel. Et donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quand même un problème si toutes et tous, autant que nous sommes à œuvrer dans ce milieu du bien-être par nos actions, si on prend pas la mesure de cette dimension politique, bah, alors peut-être qu'on prend pas complètement la mesure de notre rôle. C'est comme si, en n'assumant pas, notre dimension politique, peut-être qu'on minimise notre impact ou on s'autorise pas totalement à avoir cet impact-là, justement. Donc je vous fais ce contexte-là parce que c'est vraiment ce qui m'a poussée aussi à faire l'épisode. C'est un peu cette envie de dire, «Mais si les meufs, c'est hyper politique là ce qu'on fait, Pour moi, avoir une action politique, ça veut pas forcément dire, suivre toute l'actualité politique, ni même avoir une orientation politique, hyper tranchée ou être engagé dans un parti ou aller manifester, c'est pas forcément ça. Ça peut passer par là, bien sûr, mais c'est pas parce qu'on ne fait pas ça que du coup nos actions, elles sont pas politiques. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas œuvrer pour des dynamiques, sociétales et collectives. Et comme le monde du bien-être, il a pour but de faire en sorte que les individus d'une société se sentent mieux, bah, pour moi, forcément, il a cette dimension et on a quand même le droit de reprendre le sens de ce mot «politique», même si on n'est pas forcément d'accord avec ce que représente le système politique actuel, et qu'on se reconnaît pas forcément dans ce qui est habituellement, décrit comme les personnes politisées. Moi, je pense même qu'on peut avoir un devoir de redonner, des lettres de noblesse, à ce mot politique en l'utilisant d'une autre façon. C'est comme si, en fait, le bien-être et la politique, c'était un peu 2 mondes qui pouvaient pas se rencontrer et d'ailleurs Camille Test, en parle beaucoup dans son livre parce qu'elle donne l'exemple, là, je vous dis que le milieu du bien-être, il peut être souvent apolitisé, mais à l'inverse, les milieux très politisés, les milieux militants, eux peuvent être dans le rejet du bien-être, dans le sens, de se dire: «Mais attends, j'ai pas le temps de prendre soin de moi, moi j'ai mieux à faire, il y a la planète, à sauver, hein, en quelque sorte, donc vous êtes sympa avec votre bien-être, mais moi j'ai autre chose à faire, quoi». Et ça donne vraiment cette impression de 2 mondes qui, pour moi, ont une fonction complètement complémentaire et même, c'est même pas complémentaire, totalement liés et qui aujourd'hui ont du mal à se rencontrer. Et je pense qu'on a tout intérêt à justement redonner cette dimension politique, qui s'est perdue au fil du temps, dans notre profession, de bien-être. Maintenant que ce constat-là est planté, je voudrais vous raconter justement comment mon parcours personnel, il s'inscrit dans une démarche politique et peut-être que ça va vous aider dans votre réflexion à voir aussi qu'est-ce qui, chez vous, a pu être politique. Donc je vous disais, hein, j'ai mis du temps, à prendre la mesure de cette dimension et pourtant, quand je refais l'histoire depuis le début, je me rends compte que tout dans mon parcours est relié justement à cette dimension sociétale et donc politique. Déjà, j'ai pris conscience que j'ai commencé à m'intéresser au bien-être, non pas par intérêt et curiosité, pour, le sujet, mais tout simplement pour trouver des solutions, concrètes, à des problématiques que je rencontrais, qui étaient clairement, des conséquences de notre société moderne. Par exemple, j'ai commencé à faire, du yoga en 2013 pour, limiter mon stress au travail et le mal de dos que je pouvais avoir avec, bah, ma posture, devant l'ordinateur toute la journée, à travailler, 10 heures par jour. Et aussi, j'ai été voir une naturopathe pour la première fois en 2015, après, plusieurs années, d'errance médicale, parce que je pouvais plus rien, manger et ça, c'était encore une fois la cause du stress, mais aussi, d'une alimentation moderne, ultra transformée,
qui, au fil des années, en fait, m'avait rendue, malade. Donc déjà, j'ai pris conscience que la démarche de prendre soin de moi, elle est à replacer dans un contexte sociétal. Je l'ai pas juste fait par plaisir et parce que j'ai envie de prendre soin de moi, je l'ai fait parce que j'allais mal, vous voyez? Et déjà, en fait, quand on prend conscience de ça, je trouve que c'est fort et que ça remet les choses dans leur contexte. Enfin, je sais pas si ça va vous faire le même effet que pour moi, mais vraiment, je vous encourage à vous poser cette question, de comment vous êtes arrivé à vous intéresser, aux pratiques de bien-être qui sont peut-être les vôtres aujourd'hui ou même si vous n'êtes pas praticien dans le bien-être, qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à vous intéresser, à prendre soin de vous de telle et telle manière? À mon avis, il est fort probable que ce soit, pour des raisons justement, de contexte de société, si vous regardez bien les choses ou si on remonte à la racine. Et deuxième question qu'on pourrait se poser, demandez-vous aujourd'hui, dans vos pratiques de bien-être du quotidien, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous faites pour justement, encore une fois, continuer de compenser ces effets de la société? Par exemple, moi, je sais que je fais beaucoup de relaxation, de yoga restauratif, mais parce que je suis tout le temps en train de m'épuiser du fait d'un espèce de rythme de fonctionnement, d'hyperactivité, hyperproductivité que j'ai depuis des années, mais qui me vient pas de nulle part. Je me suis construit comme ça parce que c'est le message que j'ai reçu quelque part, de la société. En tout cas, chez moi, c'est comme ça que je l'ai intégré. D'autres personnes vont réagir différemment, mais c'est des choses qu'on retrouve beaucoup quand même aujourd'hui. Donc c'est intéressant de se rendre compte que la place du bien-être dans nos vies, elle prend racine, du fait de souvent, dysfonctionnements de société qui nous amènent à être mal physiquement ou mentalement ou enfin voilà. Donc ça c'était le premier point, comment je suis arrivée au bien-être. Après, c'est vrai que moi j'ai beaucoup été dans une forme même d'hyperconsommation, hein, d'expériences de bien-être, dans ma trentaine, parce que quand j'ai découvert, le pouvoir et ce que à quel point ça pouvait me faire du bien, j'ai multiplié un petit peu ces expériences et ça, c'est aussi intéressant de se rendre compte que le bien-être, comme tous les secteurs, il échappe pas à cette logique, d'hyperconsommation, de notre société actuelle. Mais j'y ai trouvé des bénéfices puisque, de retraite de yoga en retraite de yoga et à force de rencontrer des personnes, tout ça, ça m'a fait vivre des expériences qui sont un peu en dehors du temps, comme si ça m'a vous voyez, ce que j'aime dans les retraites de yoga, c'est que ça a vraiment cet effet de nous mettre en retrait, justement, du monde, de la société et du coup, ça nous aide à prendre conscience, parce que c'est très difficile de prendre conscience du système quand on est dedans. C'est souvent en sortant du système qu'on voit les choses. C'est complètement normal, hein. Et donc moi, à force de faire ces expériences, c'est là où j'ai pu acquérir de plus en plus de conscience et tout ça bout à bout, ça a été vraiment, un effet catalyseur, dans, justement ma reconversion. Et pendant que j'étais dans cette quête, un jour, j'ai entendu une phrase que j'ai trouvée, magnifique qui est, «Quand je prends soin de moi, je prends soin du monde». Et moi, cette phrase, elle m'a énormément touchée parce que je pense que c'est la première fois que cette phrase, elle mettait le doigt, pour moi, sur la dimension collective du soin de soi. Parce que c'est vrai que le soin de soi, ça peut passer pour une démarche très individuelle. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on appelle ça le développement personnel. Ça fait vraiment le développement de sa petite personne, hein. Et pourtant, ce que j'ai toujours constaté, c'est que dès lors que j'ai commencé à faire une thérapie, à me former à la communication non violente, bah, ça a quand même aidé à avoir des relations, plus apaisées avec les autres. J'ai aussi vraiment constaté que le fait de faire un travail thérapeutique et d'avoir un espace d'écoute pour moi, ça m'a permis de créer un espace d'écoute moi-même pour les autres. Comme si j'avais pas cet espace moi-même, je pouvais pas le donner à d'autres. D'ailleurs, on dit souvent ça, hein, il faut d'abord remplir sa fontaine pour pouvoir, donner aux autres. Bah, c'est tout le temps ça. Moi, j'ai vraiment, observé que petit à petit, je suis devenue une personne plus empathique et beaucoup plus dans l'écoute aux autres que je l'étais avant ma trentaine, parce que j'ai développé ça au fil du temps, comme quoi, bah, ça peut s'acquérir par ces démarches de prendre soin de soi. Et aussi, je me suis rendu compte que, depuis que je faisais beaucoup de yoga et que j'utilisais, la naturopathie, dans mon hygiène de vie, bah, j'étais quand même moins malade et donc, bah, c'est sûr, quand on est moins malade, on cause moins de frais, médicaux, qui dans le système français actuel,
la sécurité sociale, ce sont des coûts qui sont, collectifs. Donc quand on va moins chez le médecin, on coûte moins d'argent à la société. Par tout ça, je commençais à me rendre compte que mon action individuelle, elle avait quand même des répercussions, collectives. Mais pourtant, à cette époque, je suis encore loin de mettre le mot, politique, sur tout ça, hein. Je suis encore à des années-lumière, mais vous voyez, c'est un petit peu comment les choses, brique après brique, se sont mises en place. Et il y a pas très longtemps, je me suis rappelé comme quoi quand on creuse un sujet, il y a un petit peu des choses qui remontent à notre conscience. Je me suis rappelé qu'est-ce qui m'a vraiment poussée à me reconvertir? Ça faisait des années que j'avais cette idée, voilà, mais que j'arrivais pas à me lancer. Il y a effectivement le fait de devenir maman qui avait cet effet catalyseur, mais aussi, en fait, pendant l'été 2020, c'est un été où je me suis mise à écouter, le podcast, «Sur le grill» d'Écotable, un podcast que j'aime beaucoup et c'est un podcast d'information qui explique justement, un petit peu qui explique les dérives de l'industrie, agroalimentaire qu'on rencontre aujourd'hui et moi, c'est un sujet, je peux pas expliquer pourquoi, mais qui me touche, énormément. Ça m'active, beaucoup et en fait, quand j'écoutais ces épisodes, ça me mettait dans un état de révolte et je me disais: «Mais en fait, je ne peux pas ne rien faire» et vu que j'avais découvert par la naturopathie des manières, de se nourrir qui pouvaient être différentes que le système conventionnel, du coup, j'étais un peu animée par, ce mantra qui était, «Mais il faut que les gens sachent». Parce que je suis convaincue que c'est très souvent un manque d'information qui aboutit à des modes de consommation, qui sont vraiment, délétères, pour nous et pour, l'environnement. Donc c'est là où ça m'a rappelé que ma reconversion, elle a pris, naissance dans une volonté vraiment d'œuvrer au niveau sociétal pour remettre en cause, un système qui pour moi, ne marchait pas et que justement, pour moi et pour mon enfant, j'avais envie, d'agir autrement, contre ce système, en fait. Et ce que j'observe quand même pour beaucoup de personnes qui se reconvertissent dans le domaine du bien-être, je dis pas que c'est ça tout le temps, mais il y a quand même souvent, à un moment, cette reconversion qui prend naissance dans une forme de révolte contre quelque chose. Même si c'est pas une révolte qui est, comment dire? Violente ou, enragée, vous voyez? Mais il y a quand même un truc de: ben non, en fait, faut arrêter de faire comme ça et moi je vais m'engager pour proposer autre chose». Et ensuite, en continuant cet exercice de retracer, mon histoire, entre le bien-être et la politique, je suis retombée sur un post que j'avais écrit, au moment des élections, 2022, où je dis justement ce mot. C'est la première fois justement que je me vois intégrer ce terme politique et je dis, que je me suis toujours sentie très loin de la politique telle que je l'ai toujours connue et pourtant, je crois que j'ai jamais été aussi engagée dans une direction qui, d'une certaine manière, est politique et je mets des guillemets au mot politique comme quoi ça veut un peu dire, je l'utilise mais je sais pas trop si j'ai le droit, hein. Donc voilà, je vais pas vous lire le post, mais peut-être je vous le remettrai dans les notes de l'épisode parce qu'en le relisant, franchement, ça m'a fait quelque chose. Je le trouve beau ce texte et d'ailleurs, il avait eu beaucoup de réactions. C'était un post Instagram. Mais ce qui est drôle, c'est que en fait, j'ai écrit ce terme politique et je l'ai à nouveau oublié. C'est vraiment pour vous montrer à quel point, j'ai l'impression que c'est comme un sujet dans lequel je suis rentrée par couches, et qui avait tellement besoin de déconstruire ce mot politique parce qu'il me repoussait d'une certaine manière, qu'il a fallu que j'y aille hyper progressivement et là je l'utilise avec des guillemets et hop, je l'ai remis de côté après et c'est drôle parce que 2 ans plus tard, je fais un épisode de podcast sur le sujet, mais vous voyez tout le chemin qu'il m'a fallu pour l'assumer, en fait. Donc c'est pour ça que quand je parlais de mes amis tout à l'heure, qui se reconnaissent pas comme politiques, mais je comprends tellement parce que j'ai fait la même chose. Ça a été loin d'être, évident, en fait. Parce que je pense que ce qui s'est passé, c'est que comme ensuite, ça c'était donc en 2022 et qu'en 2023, j'étais vraiment dans le lancement de mon activité, donc vraiment plutôt le nez dans le guidon, et ben, je pense qu'à un moment, j'ai perdu de vue, en fait, cet aspect-là. Parce que j'étais plus dans mon quotidien d'entrepreneur, dans toute cette logistique qui prend énormément d'espace mental et comme quoi on peut vraiment se reconvertir pour des raisons politiques et après l'oublier. Vous voyez? Parce qu'on est rattrapé par le quotidien qui fait que j'étais plus forcément connectée à cette dimension-là dans mes tâches au quotidien. Et je pense que ce qui s'est passé aussi, c'est que la dimension politique, elle a aussi, à un moment, changé de sujet, dans le sens que, au départ, la dimension politique, pour moi, c'était: «Il faut que les gens sachent que c'est pas normal, ce qui se passe, d'un point de vue, santé, dans notre nourriture, tout ça». Donc
dans la façon qu'on prend soin de nous. Donc ça, c'était le point de départ. Mais ensuite, en fait, en me lançant dans l'entrepreneuriat et en moi, je dis souvent, hein, l'entrepreneuriat, c'est une sorte d'éveil de conscience, sur le monde parce que ça m'a fait, énormément déconstruire tout ce que je connaissais de ma vie d'avant, de salarié et qui est un peu le système normatif, hein, dans notre société. Le salariat, c'est le système, majoritaire qu'on retrouve aujourd'hui. Bah, toute cette déconstruction et même ce que j'ai partagé, hein, il y a un mois dans l'épisode sur l'envers du décor, l'épisode 21, ça a été comme si j'ouvrais enfin, comme s'il y avait une nouvelle dimension politique qui prenait naissance qui est, bah, accompagner les personnes, dans la déconstruction de ce système salarié à devenir entrepreneur et d'accompagner les personnes dans ce chemin qui peut être vraiment difficile. Et pourquoi il est difficile? Parce que justement, il est contre le système classique, vous voyez? Donc j'ai l'impression que, vous voyez, cette dimension politique qui a aussi, qui s'est mis aussi à cet endroit-là dans mon accompagnement, du coaching en choisissant, d'aider les personnes, qui se reconvertissent dans le bien-être. Et enfin, la dernière étape de cette dimension politique dans mon parcours, bah, c'est le podcast. Je crois quand même au fait que prendre la parole publiquement, ça peut revêtir une dimension politique, parce que, c'est vraiment, assumer sa liberté d'expression. Enfin oui, avoir un podcast, c'est une antenne, qui est totalement libre aujourd'hui, en tout cas, où mes messages, ils sont absolument pas censurés. Je peux, diffuser les messages que je veux. J Ça me permet aussi de toucher davantage de personnes, donc il y a un côté, un caractère d'information à plus grande échelle grâce à ce média et mon podcast, il s'appelle «Un autre chemin est possible», donc c'est quelque part une forme de discours, j'ai envie de dire contestataire et encore une fois contestataire, je pourrais mettre des guillemets parce que je me sens pas, quelqu'un, dans une opposition virulente, mais dans les faits, je suis pour essayer de trouver un autre chemin que celui que nous propose, la société de manière classique, donc c'est bien de tout ça dont ça parle et donc ça a une dimension politique. Mon sujet, c'est vraiment de montrer les enjeux, à remettre en question, le monde actuel et à se dire: «Voilà, un autre chemin est possible» et de prendre la parole sur les difficultés, qu'on rencontre quand on essaye de prendre cet autre chemin. Donc voilà, pour résumer cette partie, sur mon chemin personnel, et la politique, c'était vraiment vous montrer que dès le départ, ça s'inscrivait mon intérêt du bien-être, il s'inscrivait, en lutte contre un contexte sociétal, qui me faisait du mal. Ma reconversion en elle-même, elle prend naissance dans une forme d'engagement politique à lutter contre un système et vraiment, je vous encourage à faire cet exercice-là pour vous-même, de retracer, le fil de votre histoire et c'est comme si vous avez un stabilo politique et que vous relisez votre histoire et vous stabilotez là où c'est politique et vous vous rendez compte, bah, en fait, si, il y a beaucoup d'endroits où ça l'est complètement. Et enfin, la dernière partie de cet épisode, je voulais vraiment, bah, vous parler justement de toutes ces prises de conscience que j'ai pu, avoir, après la lecture du livre, de Camille et même avec l'accompagnement avec Elsa, hein. Tout ce qui petit à petit, j'ai observé des changements en fait, dans ma pratique. Donc la première étape, c'est la prise de conscience. Là, j'espère qu'avec tout ce que je vous ai dit, bah, que vous commencez vraiment à prendre, conscience, de cette dimension politique et de faire l'exercice que je viens de vous proposer en réécrivant votre histoire. Il y a eu aussi autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est, de prendre le temps de me demander qu'est-ce qui dans ma pratique actuelle est politique. Donc ça peut être une deuxième étape, pour vous en fait, après avoir retracé votre histoire, de vous poser cette question-là. Moi, c'est un exercice que j'ai fait, au mois de février qui m'a fait énormément de bien parce que, bah, c'est ce que je vous disais, même si, le point de départ de ma reconversion était une envie d'action et de changement, que je pourrais qualifier comme politique. Après, j'ai pu un peu le perdre de vue, dans mon quotidien et de réécrire le pourquoi c'est politique, ça m'a vraiment recentré sur le pourquoi je fais les choses. Je vais vous donner des exemples. Je me suis demandé en quoi la naturopathie pour moi, c'est politique. Bah, parce que justement, la naturopathie, je trouve que ça aide à responsabiliser les personnes sur leur santé, plutôt que de penser que la santé, c'est un peu une espèce de loterie, on a de la chance ou on n'a pas de chance. Je trouve que ça nous remet dans une forme de responsabilité, individuelle et collective, du coup. La naturopathie, c'est aussi, comment dire? Une alternative justement à un système de santé, aujourd'hui qui est en difficulté.
C'est aussi, beaucoup se re-questionner sur nos choix de consommation, notamment par rapport à l'industrie agroalimentaire comme je vous en parlais ou même l'industrie pharmaceutique et je trouve que, la naturopathie, elle aide à devenir, ce qu'on appelle consommateur, c'est-à-dire, consommer, avec conscience et faire des choix, avoir des vrais choix de consommation, qui peuvent être politiques justement. C'est aussi, reconnecter aux gens au bon sens, à la nature, aux saisons, à la vie quoi, tout simplement et si aujourd'hui, je pense que si on maltraite autant la terre, bah, c'est bien parce qu'on perd un peu ce bon sens. On se déconnecte de tout ça. On parle beaucoup, en naturopathie du fait d'être interconnecté et que je trouve que ça aide à replacer l'individu dans une dimension justement collective et que moi, en tout cas, la naturopathie m'a aidée à devenir beaucoup plus engagée au niveau écologique. Je dirais aussi que la naturopathie, bah, comme c'est de la pédagogie et de l'éducation à la santé, hein, on dit souvent, la naturopathie, c'est des éducateurs de santé. On élève le niveau de connaissance de la société à la santé et je trouve qu'on lutte contre une forme d'illettrisme du bien-être. Parce que c'est vraiment ça, hein, aujourd'hui, la plupart des gens, on ne sait plus prendre soin de nous, on connaît même plus la base et c'est comme si on était illettrés, de notre propre a ou analphabètes de notre propre santé. Et le dernier point que je m'étais noté, c'est que la naturopathie, c'est, comprendre que le rythme de la société moderne, ça n'est pas un rythme de santé, ça n'est pas notre rythme normal et du coup, ça c'est aider les personnes à se reconnecter à un rythme qui est plus, physiologique, à essayer d'en faire moins, que ce que nous impose, la société productiviste. Je me suis noté, 7, points qui font que pour moi, la naturopathie a une action politique, c'est-à-dire une action sociétale. Et j'ai fait le même exercice avec le coaching pour mon comme ça vous donne un peu 2 exemples sur des pratiques qui n'ont rien à voir. Moi, je trouve que le coaching, c'est un outil, majeur de déconstruction, de nos croyances. Bah, d'où elles viennent nos croyances, bien sûr qu'il y a l'héritage familial, mais nos croyances, c'est énormément notre et c'est l'héritage de la société. La société nous donne des tas de croyances. Donc c'est quand même un outil puissant, pour aider à déconstruire, ces croyances, sortir du mode, du pantin, un petit peu inconscient qui est contrôlé par toutes ces injonctions que nous a mis dans la tête, la société. Dans le coaching, il y a quand même toute la dimension aussi, de passage à l'action. Bah, justement, c'est tout le contraire d'une société qui est un peu passive, donc ça permet de redevenir, acteur de sa vie, donc c'est une dimension dans lequel le coaching peut aider. C'est aussi, une hygiène de pensée, qui, au même titre que, l'hygiène, du corps, de se laver, bah, le le coaching, ça peut être un outil qui peut aider à préserver, la santé mentale. Parce qu'on essaye justement de faire le tri dans nos pensées, lesquelles nous font du bien, lesquelles nous font pas du bien et de faire un petit peu la part des choses. Moi, avec le coaching, j'ai beaucoup travaillé, la présence à moi-même, mais du coup aux autres. Encore une fois, ça a un effet, en travaillant cette compétence pour moi, je l'ai développée aussi pour les autres. Je trouve aussi que le coaching, ça m'a aidé à poser beaucoup plus de questions et donc à m'intéresser à l'autre. Si vous observez des conversations, entre 2 personnes, très généralement, les gens ramènent la conversation à eux et finalement, le coaching, ça peut nous aider à se tourner vraiment vers l'autre, à être dans le questionnement. Autre chose, que je trouve politique dans le coaching, c'est que, en tant que coach, j'aide les personnes à croire en leurs projets et à les motiver et du coup, je trouve que c'est une dimension d'entraide qui est hyper forte, de s'entraîner à croire aux projets les uns des autres et je trouve que ça aussi, ça peut avoir une dimension très politique et enfin, le dernier point que je m'étais noté pour le coaching, c'est que c'est une discipline qui permet de trouver des solutions créatives et plus que jamais, à notre époque, on a besoin d'être créatif, pour trouver des solutions pour l'avenir, hein, parce que, j'aime beaucoup cette phrase qui dit, «Si je fais ce que j'ai toujours fait, j'obtiens ce que j'ai toujours obtenu». Donc, si à un moment on veut changer les choses, ça va demander de déconstruire notre façon de penser pour essayer de voir les choses autrement et le coaching peut être un outil pour ça. Donc là, je vous ai fait 2 exemples avec mes 2 pratiques, à moi, mais je peux vous dire que quand j'ai écrit tout ça, je me sentais mais littéralement en feu. Dans le sens que le fait d'écrire ça, ça réveille en moi le pourquoi je fais tout ça, en fait. Je trouve que se reconnecter à la dimension politique de notre activité, ça nous rebranche à un pourquoi qui est hyper fort
Et j'ai eu l'occasion de le faire dans certains de mes accompagnements et j'ai vu à chaque fois un effet, hyper bénéfique de comme si ça aidait la personne à se reconnecter, voilà, à sa flamme, à redonner du sens parce que faut vraiment avoir en tête quelque chose, c'est que les professionnels du bien-être et les personnes, en reconversion, et c'est quand même un chemin qui est difficile et dans lequel on flirte beaucoup avec le découragement. Et en plus, voilà, dans des métiers on se dirige vers des métiers où la viabilité économique, elle est pas toujours évidente. Enfin, je trouve qu'on a encore plus besoin de se rappeler le pourquoi on fait tout ça. Parce que sinon, à un moment, il peut y avoir trop de découragement et c'est juste trop dur de faire les choses. Donc, je trouve qu'avoir cet ancrage du pourquoi on fait les choses et de lui donner cette dimension politique, c'est hyper puissant. Donc, je vous encourage à vous poser la question, justement, qu'est-ce qui est politique dans votre pratique? Qu'est-ce qui vous anime? Ben voilà, si vous êtes prof de yoga, sophrologue, doula, thérapeute en EMDR, enfin, dans tous les cas, c'est évident qu'il y a une dimension politique, j'en suis convaincue, parce que nos outils sont des outils de lutte contre le système actuel et l'idée n'est pas d'être dans la revendication, hein, c'est pas forcément ça, ça peut, mais c'est plutôt déjà d'être dans cette conscientisation de cette dimension politique dans tout ce que vous faites. Et en plus, j'ai envie de vous poser la question, mais ça changerait quoi pour vous de l'honorer, cette dimension, en fait? D'assumer, mais en fait, moi, je suis contre ça. Je ne veux plus de ce système-là et je suis pour ça. J'œuvre pour autre chose. Je sais pas ce que c'est une vraie question, hein, de qu'est-ce que ça peut changer pour vous d'assumer ce côté politique? Si vous l'assumiez plus, quelle forme ça pourrait prendre pour vous? Qu'est-ce que vous oseriez plus? Qu'est-ce que vous diriez davantage que là, vous osez pas dire? Parce que vous dites justement: «Non, non, mais moi, je fais juste du bien-être, hein, je fais pas de la politique». Et même d'aller regarder cette question, mais qu'est-ce qui vous fait peur d'assumer davantage une revendication? Ça serait quoi le problème derrière? Parce que c'est peut-être intéressant d'aller creuser au fond. Ça serait quoi la peur d'avoir un justement, d'assumer plus un côté politique? Qu'est-ce qui pourrait vous faire peur là-dedans? Parce que ça se trouve, il y a un truc à déconstruire et le problème au fond n'est pas la politique, c'est l'image que vous associez à la politique. C'est ça qui est intéressant de déconstruire. Alors la 3e étape qui pour moi a été, marquante, dans mon changement, de ces derniers temps, c'est de prendre conscience de la dimension systémique et collective dans mes accompagnements. Enfin, déjà, ça a changé pour moi de me faire accompagner par des personnes qui me mettaient dans ce contexte-là. Je vais vous faire l'exemple, c'est que moi j'ai fait de la thérapie depuis des années et ma psy, de l'époque, ce qu'elle faisait, c'est tout le temps me remettre dans le contexte de ma famille. C'est à chaque fois que j'avais un problème, c'était: «Oui et votre père et votre mère», c'est tout le temps me ramener à la famille et je pense que c'est un peu le process assez classique, de la thérapie. Je dis pas en soi qu'il est négatif, parce que aller comprendre que ce qu'on est aujourd'hui en tant qu'adulte, ça vient de choses d'héritages familiaux et de ce qui s'est passé pour nous dans notre enfance, en soi, je suis complètement d'accord. Mais il y a un truc qu'elle a jamais intégré, ma psy, c'est qu'elle m'a jamais remis dans: «Mais en fait, vous êtes comme ça aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui, dans la société, vous pousse à être comme ça?» Et en fait, à chaque fois que je me rends compte, bah, tout. Il y a plein de conditionnements, et donc ça m'enlève aussi un peu du poids en tant que moi, individu, d'avoir certaines problématiques. Parce qu'en fait, elles sont le fruit de tout un contexte de société aujourd'hui. Et moi, là, de le vivre en étant accompagnée avec Elsa Couteyet qui me replace systématiquement dans un contexte, ça m'a fait énormément de bien. Je trouve que de comprendre qu'on est victime d'un système, ça aide déjà à arrêter de se flageller et de se dire qu'on est nul, que c'est de notre faute. En fait, on est juste la conséquence d'un système, vous voyez? Et déjà prendre conscience de ça, mais c'est énorme. Et j'ai une amie il y a pas longtemps qui m'a dit: «Ouais et alors ça nous fait une belle jambe, parce qu'on peut encore moins agir sur la société». Bah oui, mais déjà d'en prendre conscience, ça peut soulager. Je l'ai observé il y a peu de temps, avec une de mes coachées en fait qui, se sentait complètement, en découragement, de son métier de soignante, en se disant: «Je peux plus l'exercer, j'y arrive plus, c'est trop dur». Et en fait, à un moment dans une séance, on en est arrivé à la conclusion que c'est le monde des soignants qui va mal aujourd'hui, en fait, pour plein de raisons. Et en fait, c'est pas de sa faute à elle, c'est elle subit, en fait, en tant qu'individu,
toutes les conséquences de ce système qui font qu'aujourd'hui, elle se sent plus d'exercer ce métier. Et en fait, ça a été un grand soulagement, pour elle de réaliser, que ça venait pas que d'elle et que bien sûr, on a tous notre responsabilité. L'idée n'est pas de se défausser sur la société, c'est pas ça, mais justement aussi de se dire: «OK, c'est pas que moi, c'est pas que de ma faute». Enfin, i je pense que ça peut faire beaucoup de différence. Donc là aussi, dans votre pratique, vous, quelle que soit votre discipline, vous pouvez vraiment réintégrer à chaque fois la personne dans un contexte. Je vous le disais, dans le coaching, quand on parle des croyances limitantes, bah, la plupart du temps, les croyances limitantes viennent de la société. Et alors, j'ai envie de dire dans la naturopathie, mais c'est pareil, la naturopathie, on dit tout le temps, on remonte à la cause de la cause de la cause. Mais à mon avis, dans la grande majorité des cas, la cause de la cause, c'est la société. C'est le monde moderne, c'est la société, c'est l'injonction à la productivité, c'est le manque de repos, c'est comment dire? Le stress. Tout ça, c'est que des causes qui sont sociétales. Ça devrait être la base, en fait, peut-être dans une première consultation, de rappeler à la personne qu'en fait, elle est déjà victime d'un système. Avant, d'aller lui dire: «Vous faites pas assez de sport, vous mangez pas assez bio, vous faites pas ci, vous faites pas ça». Déjà, en fait, vous êtes tout ça parce qu'il y a tout ça. Et justement, ça nous remet dans une posture d'humilité en tant qu'accompagnant, dans le fait que nos outils, ils sont à la fois puissants, ils ont plein de potentiel justement d'action politique, comme je viens de vous le décrire, précédemment, mais aussi à un moment, ils se heurtent aux limites d'un système. Et par exemple, quand on donne plein de conseils de naturopathie à une personne et qu'elle n'arrive pas à les appliquer, est-ce que c'est de sa faute à elle? Ou est-ce que c'est parce que le système actuel dans lequel elle vit ne lui permet pas de mettre tout ça en place? Ou en tout cas, c'est très difficile. Moi, je vois ça avec par exemple, l'alimentation, les gens qui disent: «Bah, en fait, le midi, je mange à la cantine, j'ai pas le choix, le soir, je rentre chez moi à 20:00, j'ai pas le temps de cuisiner». Enfin, encore une fois, on peut trouver plein d'astuces, mais quand on replace les choses dans leur contexte, on comprend que c'est hyper, difficile, de faire autrement. Et j'ajouterai un dernier point pour cette dimension sociétale qui me paraît vraiment, mais hyper importante. Enfin, je vous dis vraiment, moi, ça a été, le truc qui m'a le plus, éclairée, peut-être dernièrement, hein, de replacer les individus, que j'accompagne dans un système. C'est, en fait, j'ai fait pas mal d'actions en entreprise, pour de la naturopathie et vraiment à chaque fois, j'en arrive à la conclusion que faire juste des actions de bien-être en entreprise, mais s'il y a pas une vraie démarche politique de l'entreprise, justement, une vraie politique de bien-être en entreprise, derrière, justement, bah, ça sert à rien. Ça sert à rien de proposer, un petit atelier de relaxation si les personnes derrière, elles vivent une forme de maltraitance au travail pour différentes raisons et encore une fois, je sais que c'est hyper complexe tout ça. C'est pas juste de dire: «Ah, c'est pas bien ce que vous faites». Bah, non, si on en arrive là, il y a plein, plein d'enjeux, qui font qu'on les entreprises fonctionnent comme ça aujourd'hui. Mais voilà, ça montre encore une fois que faire juste du bien-être, si ça ne s'inscrit pas dans une démarche politique globale de bien-être, c'est pas suffisant. J'en arrive à la dernière prise de conscience que je voulais vous partager, qui est que, quand on prend conscience de l'aspect politique de nos outils et donc de l'impact puissant qu'ils peuvent avoir, c'est aussi se rendre compte qu'ils peuvent aussi avoir des impacts négatifs. Et c'est pas parce qu'on travaille dans le bien-être, qu'il y a le mot bien, que tout ce qu'on fait, toutes nos pratiques font du bien. Je vais vous développer un petit peu, mais moi je suis convaincue que nos outils, ils peuvent vraiment avoir des effets positifs. Mais j'ai envie de dire, une phrase de super-héros, hein, mon fils est à fond dans les super-héros en ce moment. Parce que je dois être influencée parce que c'est pas trop mon univers sinon. Mais je crois qu'il y a une phrase qui dit, «À grand pouvoir, grande responsabilité». Bah, en fait, je crois qu'on pourrait vraiment se l'appliquer pour nous dans le bien-être aussi et de se dire: «Bah, ouais, nos outils sont puissants et donc on a aussi la responsabilité de les manier avec beaucoup de précautions pour ne pas qu'ils finalement, ils se retournent contre ce en quoi on lutte». Je vais vous donner des exemples. Déjà, en fait, le bien-être, il peut tout autant être un outil pour lutter contre le système capitaliste d'hyperproductivité, d'hyperconsommation, mais il peut aussi être un ingrédient de ce système. C'est-à-dire, déjà, il y a peut avoir une dimension ultra business au bien-être. Aujourd'hui, le bien-être est un business, qui rapporte aussi.
Alors, pour autant, les personnes qui travaillent dans le bien-être ont du mal à en vivre. Ça ne rapporte pas forcément à ces personnes-là, mais il y a un vrai business autour du monde de consommation du monde du bien-être. Et d'ailleurs, on retrouve aussi dans le monde du bien-être des défauts qu'on retrouve dans les autres secteurs, business, dans le sens, du marketing à outrance, du marketing qui du coup qui est pas forcément, toujours sincère, des méthodes de vente qui peuvent être très commerciales, très pushy, qui font du FOMO, si vous achetez pas ça à telle date, ça passe à tel prix, enfin, il y a plein de pratiques dans le bien-être qui sont, tout simplement des techniques business, ultra classiques du monde, capitaliste. Moi, j'ai aussi une grosse douche froide vis-à-vis du monde du coaching où il y a ce qu'on appelle un système pyramidal, c'est-à-dire, des coachs qui coachent des coachs qui coachent enfin, vous voyez un système de coachs qui s'empilent les uns sur les autres. Plus on monte dans la pyramide, plus les gens gagnent de l'argent, donc en fait, on est complètement dans un système, pyramidal. Et aussi, quelque chose que décrit Camille, Test dans son livre, c'est que, le bien-être, il peut être justement utilisé pour optimiser de la productivité, ben, un petit peu comme dans les actions en entreprise, justement, bah, on vous a fait une petite relaxation, du coup maintenant, vous pouvez être plus productif, on vous offre des cours de yoga sur votre lieu de travail, donc du coup, vous êtes au taquet, quoi. Donc voilà, il peut complètement finalement, être utilisé par le système capitaliste pour conduire les gens à encore plus de productivité. Ensuite, il y a autre chose sur lequel j'ai ouvert les yeux et que j'ai pas, comment dire? Je voyais pas spécialement, avant. C'est qu'en fait, le milieu du bien-être, il est bourré d'injonctions et ça, c'est encore une fois des injonctions qui vont se rajouter à une société qui est déjà, mais saturée d'injonctions. Enfin, on a déjà, mais tellement d'injonctions à être comme ci, comme ça et dans des pratiques comme la naturopathie, par exemple, on peut assez vite tomber dans du dogmatique. C'est-à-dire, quand j'ai fait mes études, bah, forcément, j'apprenais les choses, donc j'étais aussi beaucoup à les restituer de la même manière. Je pouvais vraiment basculer dans le: «Bah, faut manger comme ci, il faut pas faire comme ça et ça c'est bien, ça c'est pas bien» et j'ai pas mal de consoeurs, dernièrement qui par leur partage aussi m'ont ouvert les yeux en disant, «Attention en fait, il y a énormément, de troubles alimentaires chez beaucoup de femmes et que des conseils alimentaires, mal, utilisés peuvent totalement, entraîner les gens dans des formes d'orthorexie. Orthorexie, c'est quand on est, dans l'ultra contrôle de son alimentation et moi-même, avant je donnais beaucoup de conseils sur Instagram, d'alimentation un peu, vous savez le genre les tips, les petits conseils qu'on donne rapidement et en plus les gens adorent ça. Mais c'est à manier avec précaution parce qu'un conseil, donné à un peu à l'emporte-pièce et sorti de son contexte, ça peut être des fois plus délétère qu'autre chose, en fait. Donc faut vraiment qu'on fasse attention à la façon dont on transmet, tous ces conseils. Des fois, c'est très bien d'être dogmatique et d'être catégorique avec quelqu'un, de lui dire: «Faites ceci», parce que peut-être que à cet instant, pour la personne, c'est la meilleure chose pour elle. Encore une fois, je dis pas ça pour dire c'est mal d'être dogmatique, c'est attention, en fait, à l'usage de tout ça. Et dans le coaching, j'ai retrouvé un peu les mêmes dérives, parce qu'il y avait des choses qui me dérangeaient dans le coaching et j'arrivais pas trop à savoir pourquoi. Et en fait, c'est qu'un coaching, encore une fois mal utilisé, ça peut être totalement dans une obsession de réussite, de productivité, d'être encore, entre guillemets «la meilleure version de soi-même» et d'être toujours dans la course à du toujours plus, plus performant, plus d'argent, plus ci et du coup d'être complètement dans les valeurs, d'ultra-capitalistes, qui sont pas en tout cas moi ce que j'ai envie de défendre et finalement ça m'a fait pas mal écho avec le dernier épisode Déclic que j'ai fait sur, «Est-ce vraiment vrai?» où j'essaye justement d'apporter beaucoup plus de nuances. Des phrases comme, «Nos pensées créent notre réalité», bah, en fait, oui, c'est génial cette phrase de se rendre compte, que, bah, oui, ce que je pense a un impact direct à, ce que je vis dans mon quotidien. Moi, ça a été une révélation de me dire ça et en même temps, ça peut être aussi ultra culpabilisant de se dire ça donc c'est tout le temps de nuancer, en fait et de pas être, à 2000 dans notre truc, et de remettre toujours de la modération dans tout ça. C'est oui, c'est super et en même temps, attention, dans un autre contexte, ça peut ne pas nous servir ce genre de phrase.
Et dans ces prises de conscience, il y en a une autre que j'ai eue, dernièrement et c'est marrant parce que ça va être justement, un petit peu l'antithèse de la phrase que je vous ai dit, «Quand je prends soin de moi, je prends soin du monde». Bah, je vais encore dire, bah, pas forcément. Dans le sens, oui, dans plein de cas, c'est vrai et en même temps, il y a une tendance dans le milieu du bien-être qui est des fois à se replier sur soi. Par exemple, moi, un truc que j'ai fait sur des conseils que j'avais entendus, je sais même plus où, qui est de ne plus écouter les informations, pour, me préserver et parce que les informations, elles sont tout le temps négatives et que du coup, écouter les informations, c'est, se donner entre guillemets «de la mauvaise nourriture». Bah, là encore, il y a du vrai là-dedans. C'est vrai que si on fait que ça, ça peut être hyper déprimant. Je me suis mise à regarder, tous les mois, les épisodes de l'émission, Sur le fond, d'Hugo Clément. Vous pouvez les retrouver en replay, aussi et moi, c'est des épisodes où à chaque fois que j'écoute un épisode comme ça, je sors, je suis mais révoltée. Alors on peut se dire: «Ah voilà, j'ai pris un shoot d'émotions négatives, ah c'est pas bien», mais en fait, mais pas du tout. Parce que moi, cette information-là, déjà j'en ai besoin, je la recherche, j'ai envie de m'informer. Donc oui, ça me fait de l'éco-anxiété, j'ai complètement des symptômes, de ce qu'on peut appeler de l'éco-anxiété. Je peux par moments être complètement angoissée par, l'avenir, de notre monde, clairement. Mais en même temps, c'est quand je regarde cette émission que je me rebranche à ce fameux pourquoi dont je vous ai parlé, où ça me reconnecte à mais il faut faire quelque chose et ça me donne une énergie motrice, en fait, ça me donne un élan et une envie, d'agir. Alors que quand je reste dans ma petite bulle de bisounours, coupée du monde et des énergies négatives parce que je veux prendre soin de ma vibration pour un petit peu caricaturer le truc, bah, oui et en même temps, ça me coupe de ça, en fait, de cet élan, de cette énergie de feu, qui est aussi nécessaire. Donc, j'en reviens tout le temps à ce truc de la nuance et de la modération, de toutes ces phrases et conseils qui sont à la fois bien et à la fois attention de quelle mesure on prend les choses. Et du coup, ma conclusion, c'est que le bien-être, oui, être un colibri qui fait sa part et qui prend soin de lui, qui n'apporte pas, plus de mal à cette société qu'elle en a déjà, mais ça ne doit pas non plus nous, désengager d'une action collective. Et finalement, c'est un peu la même chose que quand on parle de l'écologie. C'est hyper important que chacun fasse sa part, mais il faut aussi des actions plus globales et collectives. Les faire que l'un ou que l'autre, ça ne suffit pas. Donc voilà, le livre de Camille Test, il balaye encore plein d'autres, dérives. Elle parle aussi d'appropriation culturelle, de consentement, de thématiques de genre, enfin, il y a encore plein de choses à explorer. Après voilà, j'en ai beaucoup parlé, je sais que l'épisode est long. Vraiment, lisez-le et questionnez-vous, en fait, sur qu'est-ce qui est OK pour vous, qu'est-ce qui vous dérange? Peut-être que vous allez ressortir avec cet épisode peut-être plus perplexe que quand vous y êtes rentré parce que ça soulève des questions. En fait, peut-être que je vous apporte pas vraiment de réponses et je soulève des questions, mais en même temps, c'est ça, notre travail. Je pense que le bien-être, c'est un outil de conscientisation avant tout. Donc c'est notre boulot de se poser ces questions et de d'avancer avec tout ça. Et de se rappeler, voilà, que nos outils sont puissants et il faut vraiment qu'on les utilise avec, questionnement, réflexion et remise en question régulière. Il suffit pas de s'être posé la question une fois et après le débat il est clos. On est quand même dans une société qui évolue hyper vite. Il se passe plein de choses et du coup, je crois qu'on est sans cesse obligé de se réajuster avec tout ce qui se passe, autour de nous aussi. Donc voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode. J'ai l'impression d'avoir beaucoup trop parlé et j'espère que ça a pas, dilué mon message. Vous voyez que sur un sujet comme ça, mais ça ouvre tellement de portes, que il y a toute cette matière. Donc si je dois récapituler quand même, parce que j'aime bien vous resynthétiser les choses pour, vous voyez avec quoi vous pouvez repartir. Vraiment, mon message, c'est prenez conscience de cette dimension politique. Osez vous réapproprier ce terme, de le réapprivoiser. Retracez votre histoire et en regardant tout ce qui a été politique depuis le départ dans vos choix de travailler pour le bien-être, regardez dans votre pratique tout ce qui est politique et qu'est-ce que ça vous fait de prendre conscience de tout ça. Essayez à chaque fois que vous accompagnez quelqu'un de le remettre de le replacer dans un contexte sociétal et enfin essayez de prendre conscience justement j'ai pas envie d'utiliser le mot dérive, mais justement des impacts négatifs
que peuvent avoir aussi, les pratiques parce que si elles ont autant d'effets positifs, elles peuvent aussi avoir ces effets, des impacts négatifs. Donc j'ai vraiment, conscience que c'est des gros sujets, qu'il faut y rentrer, étape par étape et que, petit à petit, on prend conscience des choses et d'une prise de conscience en entraîne une autre et c'est tout un cheminement, hein. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai l'impression qu'une fois qu'on a ouvert les yeux, on peut plus les refermer. Moi, j'ai vraiment ressenti un avant et un après et c'est pour ça que je voulais le partager dans l'épisode et vraiment bien-être et politique, c'est pas antinomique. Et derrière, le moelleux et la douceur qu'on peut retrouver dans le bien-être en fait, il peut aussi se mêler, le feu de toute la révolte contre un système. Et justement, c'est ça qui peut être encore plus fort, c'est d'allier tout ça ensemble et de prendre chacun, en fait, la dimension, de notre rôle et de l'assumer, de se responsabiliser, je trouve que c'est un beau challenge, en tout cas. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai hâte, d'avoir vos retours sur cet épisode, qui est comme souvent une sortie de zone de confort pour moi, mais parce que j'ai conscience que je mets les pieds dans le plat d'un sujet qui peut être polémique justement et qui va pas forcément susciter l'adhésion et du coup, je serais curieuse d'avoir vos retours, là-dessus. Moi, en tout cas, tout ce cheminement, ça m'a donné beaucoup de force et je crois qu'on en a vraiment besoin de cette force, dans notre chemin, de professionnel du bien-être. Donc j'en ai fini pour aujourd'hui. Encore une fois, vraiment, si vous voulez me soutenir, et j'en ai besoin de soutien, d'encouragement dans le travail que je fais, vraiment, partagez le podcast, faites-le connaître, notez-le. Ça prend 2 secondes d'aller sur votre plateforme d'écoute et de noter l'épisode. Et vous pouvez pas imaginer le soutien que ça peut apporter. Donc merci à ceux qui prendront le temps de le faire. En attendant, n'hésitez pas à échanger avec moi sur Instagram @marion.alvesdeoliveira. Et n'hésitez pas à aller sur mon site internet marionalvesdeoliveira.com si vous voulez justement découvrir ma pratique en tant qu'accompagnante en naturopathie et en coaching sur votre projet professionnel. Vous pouvez me contacter pour une séance découverte. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.